Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 8 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour passer en revue les news crypto, et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. On va parler beaucoup de la Chine avec notamment Huobi, on va parler de ce qui s'est passé avec Multichain, on va surtout parler aussi de PayPal et le stablecoin qu'ils ont lancé. Vous allez voir qu'on a pas mal de choses et une semaine qui va être rythmée par deux choses. Les taux de la Fed demain, on va en parler, et surtout ARK, donc la validation potentielle de l'ETF BTC Spot de ARK Invest. Dimanche, clairement, ça ne risque pas d'être validé. En tout cas, dimanche, ça va être reporté. C'est pas moi qui vous le dis, c'est directement la CEO de ARK Invest, et on va expliquer pourquoi. Et ensuite, on ira faire un tour dans les graphiques pour vous montrer que oui, on a bien fait les liquidations de lundi, les liquidations de mardi, mais on a une particularité, et ça commence tout de suite. On va commencer par un très bon article de Cointelegraph qui nous a fait, donc c'est Cointelegraph Magazine qui nous a fait toute une partie sur la Chine et l'impact de l'Asie globalement sur la crypto, avec deux histoires. Forcément, on va parler de Multichain, je vous ai déjà retracé en grande partie ce qui s'était passé, mais si vous voulez avoir vraiment la totalité de l'histoire, vous avez l'ensemble des éléments, ce qui s'est passé, pourquoi, on ne sait pas pourquoi la personne est en prison, mais depuis quand elle est en prison, comment ça a été validé, l'impact que ça a sur Multichain, le business qui se trouve derrière, pourquoi un seul homme va entraîner potentiellement le défaut de quelque chose qui est censé être décentralisé, et ça vous explique absolument tout, et c'est très bien fait. Donc je vous mettrai dans tous les cas le lien dans Twitter, si ça vous intéresse, pour pouvoir suivre, mais surtout moi ce qui va m'intéresser, ça va être l'histoire de Huobi. Donc j'ai retweeté hier quelque chose donc, qui était sur le fait que potentiellement il y avait un problème de liquidité au niveau du Huobi. Pour aller un petit peu plus loin, il y a eu tout un FUD qui s'est mis en place, comme quoi le créateur de Huobi était emprisonné en Chine, et donc tout le monde a pensé à ce qui s'est passé à Multichain. Derrière, réaction en chaîne classique dans lequel les personnes ont vendu le token de Huobi et ont sorti leur argent tout simplement de l'exchange. Donc on a eu forcément un liquidity crunch, donc c'est-à-dire une contraction de la liquidité, et on arrivait à moins de 30% de liquidité au niveau du Huobi. On parle de plus de 60 millions de retraits pour une plateforme qui a quand même assez peu d'ordre général de volume, on est quand même quelque chose qui est très très loin, par exemple d'un Binance, donc forcément on a eu très peur, en tout cas beaucoup de personnes ont eu peur, mais voilà, la peur reste quand même du FUD, il faut faire attention aux nouvelles, parce que ça peut être de la manipulation de marché, et c'est généralement de la manipulation de marché, mais encore une fois, le souci c'est qu'on ne peut pas aussi dire, oui bah ça reste du FUD, je laisse mon argent en exposition. Non, clairement on doit avoir une gestion du risque, et cette gestion du risque implique le fait de retirer son argent. Dès qu'on voit le bout, ne serait-ce que l'ombre d'une nouvelle, on ne va pas refaire un FTX bis. Donc forcément, on retire son argent. C'est tout à fait normal. Et normalement, une plateforme d'exchange comme ça ne doit pas plutôt utiliser les fonds habituel de ses clients pour son utilité classique, donc on doit être capable de pouvoir retirer l'argent quoi qu'il arrive. Et ça a été le cas, donc on prend un petit peu de recul, justement ils barrent bien leur ancien titre et ils mettent voilà que tout est bon, ils repassent sur justement le liquidity crunch qu'il y a pu avoir, la diminution des assets, voilà, ils repassent sur pas mal de choses, c'est très bien fait, je vous invite à regarder. Moi, l'élément que je veux vous donner, c'est surtout faites attention aux nouvelles. Et c'est le même principe, j'ai eu plusieurs commentaires, d'ailleurs c'était intéressant, en disant que oui, mais on parle beaucoup de bull run, mais justement, étant donné qu'on voit que tout le monde dit bull run, on va arriver en bull run, on va arriver en bull run, ça veut dire que tout le monde est en train de préparer le bull run. Et donc ça veut dire qu'on n'aura pas de bull run. Là-dessus, je veux juste vous prendre un petit peu de recul encore une fois, s'il vous plaît, prenez du recul. C'est pas parce que vous êtes intéressé à la crypto que, du coup, les réseaux sociaux vous fournissent de l'information sur la crypto, que tout le monde a cette même information. C'est quelque chose qui est spécialisé par rapport à vos goûts, par rapport à vos recherches. Plus vous cherchez ça, plus on va vous proposer ça. Donc ça s'appelle un renforcement de biais. Et donc, derrière, vous allez vous retrouver avec énormément d'informations dessus, vous disant, mais c'est pas possible, tout le monde est dessus. En fait, non, je vous rassure, il n'y a personne qui est dessus actuellement. On est vraiment peu nombreux par rapport au précédent bull run. On a dû être divisé par peut-être 50 ou 60 le nombre de personnes qui s'intéressent. C'est pas parce que je vous fais une quotidienne tous les jours, parce que je suis passionné
par ce domaine que vous m'écoutez parce que peut-être vous m'aimez bien ou que vous aimez bien les nouvelles que je vous donne, ou que vous êtes passionné par la crypto aussi, mais on est une minorité, on reste une minorité, donc il ne faut pas se dire que tout le monde est en train de préparer le bull run. Non, il y a très peu de personnes qui sont en train de préparer le bull run, et le bon indicateur, c'est quand, par exemple, votre tonton perdu de je sais pas où, ou votre cousin de je sais pas où vient vous voir en vous disant mais le Bitcoin, il se passe comment aujourd'hui? Là, c'est un bon indicateur en vous disant que potentiellement, ouais, les personnes commencent à se poser des questions. On en est quand même très très loin, et c'est juste pour vous rappeler que il faut faire la dichotomie entre les informations que vous voyez, celles qui sont réellement disponibles, et celles qu'on vous met sous le nez pour pouvoir entraîner une action. Toujours prendre du recul pour pouvoir analyser et agir. En parlant d'agir, il y en a un qui a agi, c'est PayPal, avec la sortie de leur token, hein, donc on va voir le PUSD, je crois, non voilà, c'est ça, le PYUSD, dans lequel ça a été sorti, alors ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train de le préparer. Au départ, ils étaient en bisbise avec FTX pour pouvoir le faire, vous imaginez bien que ça s'est pas fait comme ça. Maintenant, ils sont en train de passer sur Ethereum, ils l'ont posé sur Ethereum, alors là, il y a toute une discussion sur est-ce que c'était centralisé, quel va être le coût de chaque transaction. Enfin, il y a plein de discussions qui sont en train d'entrer. Encore une fois, moi je vois quelque chose où on a un géant qui est en train d'utiliser la crypto pour favoriser les transactions, donc c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Est-ce que la technologie je l'utiliserai? Absolument pas, mais nous ne sommes pas la cible, je vous le rappelle, très important, nous ne sommes pas la cible de ce type de produit. Alors, en parlant de justement de se lancer de PayPal, on a quelqu'un qui a sauté sur l'occasion, c'est McHenry, donc le porteur de la loi sur les stablecoins aux USA, et bah justement, il dit que c'est le moment ou jamais, et il est en train d'accélérer le pas pour pouvoir justement faire passer cette loi qui, si vous m'avez écouté quand je vous l'ai expliqué, est entre les deux. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins il y aura une régulation, il y aura une législation, il y aura plus de flou, mais en tout cas sur les stablecoins, mais ça reste pas quelque chose qui est vraiment extraordinaire, notamment pour les stablecoins décentralisés, comme par exemple DAO Maker, où ça risque d'être relativement compliqué aux USA. En parlant des bonnes nouvelles, je vous disais que, notamment, on attend l'inflation, donc mercredi, on va en discuter, mais aussi la validation potentielle de l'ETF Bitcoin de ARK, donc ça, c'est censé être tombé le 13 août, donc dimanche, clairement, comme elle le dit, ça ne sera certainement pas validé, ce sera certainement reporté. Elle considère que pour elle, ce sera validé à terme, mais qu'ils valideront absolument tous les ETF en même temps à partir du moment où c'est fait, pour pouvoir justement éviter d'avoir quelqu'un qui va prendre de rapidité les autres, et donc on va avoir une validation conjointe, donc certainement septembre. Alors ça c'est une vision quand même qui est plutôt, voilà, voir le monde un peu en rose, hein. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, il est possible que ARK soit débouté pour ensuite valider les autres, hein. Attention, là-dessus, il faut vraiment faire attention, parce que la directive de la SEC n'est pas de valider des BTC, d'accord, des ETF spot BTC, c'est vraiment d'assurer que, alors déjà, bon, ils sont plutôt anti-crypto, ça on est d'accord, mais c'est surtout aussi de valider, est-ce que l'instrument financier est suffisamment régulé et régulable pour éviter les manipulations de marché. Bon, déjà, on sait que, de base, ils sont vachement de mal là-dessus, mais en plus, sur un domaine comme la crypto, c'est compliqué, on le sait déjà de base, que ce soit au mieux reporté, au pire refusé, donc il va falloir faire attention, surtout qu'on est dans une zone importante, avec l'IPC Core qui arrive demain 14h30, hein, dans lequel on va avoir une augmentation de l'inflation, certainement un petit peu plus que 3,3, donc on risque d'avoir une réaction du marché US qui risque d'être relativement agressive, et donc derrière un impact au niveau du BTC, avec derrière potentiellement le refus de ARK qui pourrait tomber, donc on pourrait avoir une cascade de liquidation qui va s'effectuer, donc il faut faire attention et se préparer à ce scénario, qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, dans tous les cas on doit être prêt. Au niveau de l'inflation, bah, tout est porté par l'US Oil, donc on fait toujours très attention au taux du pétrole, et on voit que ça y est, on est en train de retester ici la résistance, donc très beau retest, et on est en train de casser baissier, on va voir si on est capable de tenir ou pas. Est-ce qu'on a une nouvelle de l'Arabie Saoudite pour redonner encore une fois du fouet au pétrole pour repartir à la hausse? Personnellement, j'ai tendance à vous dire que ça va se calmer, on risque de retrouver une forme de ranging ici, avant de faire potentiellement une distribution et casser baissier. Là, on aura un signal, et là, ici, on risque d'avoir une nouvelle en disant « Ah, mais non, mais tout compte fait, on va remonter encore une fois les cuts au niveau des barils, et donc on risque d'avoir quelque chose qui va repartir à la hausse
Donc on fait attention, comme d'habitude, surtout sur le pétrole, ça aura un impact très fort sur l'inflation, et donc un impact très fort sur le Nasdaq et le SP500, à savoir qu'on a eu une journée d'hier dans laquelle on a ravalé une partie de la bougie, quasiment la totalité de la bougie précédente, et on est repassé au-dessus du niveau pour clôturer au-dessus pour commencer une journée dans le rouge. Je pense qu'on risque de continuer à pousser à la hausse pour ensuite préparer la chute, donc on va faire attention à une pattern classique, hein, des highs qui sont de plus en plus bas. Là on a des lows qui sont de plus en plus bas. Si on casse ici les 14 936, bon, on aura un signal clair et net dans lequel on est vraiment dans une dynamique baissière forte de retracement, qui est plutôt logique par rapport à l'accélération haussière qu'on a déjà eue sur le SP500 et le Nasdaq depuis très longtemps grâce à la bulle qui s'est créée sur l'intelligence artificielle. C'est pas encore une bulle, j'exagère un petit peu là-dessus, mais on en est quand même pas loin. Au niveau du BTC, on ne bouge pas, on est toujours dans une volatilité qui est vraiment basse, hein. Vraiment basse, on est dans un niveau de volatilité qu'on a très peu connu ici, hein. Donc on parle bien de volatilité de 2020 et voire de volatilité de 2018, donc quelque chose où on se dit qu'en effet on est vraiment dans des niveaux très bas, ce qui est tout à fait logique, parce que on attend ici des nouvelles endogènes, hein. On attend des nouvelles qui sont liées principalement à la crypto, avec la validation des ETF, la SEC qui est en action, avec la régulation qui est en action. C'est normal d'avoir une contraction des liquidités, et c'est quelque chose qui se voit même sur la liquidité, et donc la volatilité en 24 heures. Là, la précédente ici, c'est la volatilité en weekly, donc c'est-à-dire on prend en gros la volatilité de toute la semaine et on la condense, et donc là on voit qu'on a quasiment pas de volatilité en semaine, donc ça existait depuis assez longtemps, mais là, quand on regarde même la volatilité en daily, donc sous-entendu ouverture de la journée, fermeture de la journée, on voit que on a de la volatilité au sein de la journée, mais là au niveau des deux niveaux de clôture, on est relativement faible, on est toujours au niveau très bas, donc ça veut dire qu'en effet, il n'y a pas de volume. Alors, il y a l'été, il y a les news endogènes dans lesquelles on attend, puis aussi la partie technique dans laquelle on se retrouve ici dans une zone de prix non attractif, hein, dans lequel on est en train de grinder le prix très bas, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment, dans les cassures ici, où on voit bien qu'on avait un prix qui était en train de structurer à la baisse petit à petit comme ça, avec plus de volatilité, parce qu'il y avait moins de nouvelles endogènes, plus, en fait, on n'était pas en été, donc forcément on se retrouvait dans quelque chose dans lequel il y avait un petit peu plus de volume et des mouvements un petit peu plus forts, mais on voit qu'on est retrouvé aussi dans la même pattern, en dessous ici de l'EMA, et donc de la moyenne exponentielle, dans lequel on est en train de se faire rejeter petit à petit pour avoir une continuité, avant d'avoir ici potentiellement un rebond et repartir à la hausse, avec une accélération haussière, hein. Donc le rebond précédemment avait été effectué sur ici l'EMA 200, donc on était passé en dessous de la 50 pour rebondir sur la 200, donc on pourrait viser ici, globalement la 200 va arriver quelque chose comme ça, donc dans les 27 000, 28 200, 27 500, dans lequel on pourrait avoir un retour sur le 618, avec un passage en dessous du 0,5, donc un passage dans la zone discount pour reprendre un intérêt à l'achat. Ça veut dire qu'on aura un intérêt à s'acheter parce qu'on sera sur un retracement, on sera dans une zone qui sera discount par rapport à cette accélération haussière, et donc on aura un intérêt pour pouvoir repartir à la hausse. Ensuite, au niveau de l'order flow, qu'est-ce que l'on a? Au niveau de l'order flow, on voit que ça bouge absolument pas, hein. On a eu une petite montée de l'open interest qui s'est effectuée sur la cassure baissière, puis l'open interest s'est fait ravaler avec le ravalement, ce qui est plutôt classique, hein, dans lequel on retrouve ici l'accélération haussière du lundi 2h du matin, quelque chose qu'on a retrouvé ici, hein, pareil, lundi 2h du matin, paf, accélération haussière, ici accélération, hop, je vous le mets haussière. Ensuite, lundi, toujours, mais lundi soir plus mardi matin, accélération baissière, puis ensuite, on repart sur une accélération haussière. Sauf que là, on voit bien la différence, c'est les volumes. On a encore moins de volume parce qu'on est en train de rentrer dans le mois d'août. Et le mois d'août, historiquement, c'est un mois dans lequel il y a le moins de volume. Et donc, il va falloir être patient sur ces micro-mouvements dans lesquels on peut avoir, encore une fois, des mouvements supplémentaires pour aller chercher de la liquidité. Parce que c'est ce que le marché a besoin. On est dans une période de contraction de volatilité. Donc, peu de liquidité, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a fait un mouvement baissier pour aller chercher la liquidité, je vous en ai parlé notamment hier matin, et ensuite là ce qu'on entend, c'est un mouvement aussi pour aller chercher les liquidités ici jusqu'au 29 600, je vous ai mis ici les niveaux, 29 600 jusqu'au potentiellement 29 800, dans lequel on pourra avoir une accélération haussière, hop, aller chercher, là, avoir une belle entrée pour une continuité baissière, parce que on est toujours dans un flux baissier, je vous remets ici, on est bien dans un flux baissier, et c'est ce que l'on attend, c'est une validation du flux baissier pour aller chercher une zone de support, une zone d'attrait à l'achat.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé, parce que j'ai fait un format qui est un petit peu différent d'habitude. Est-ce que vous voyez la différence? Et on se retrouve tout à l'heure à 13h pour UOS, et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur Dot et KSM que je vous ai fait hier à 13h30, je vous mets le lien là, et donc on se retrouve à 13h30.